Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview, livre, interview de Nancy Doyon, auteure, conférencière et coach familial pour les personnes qui ne la connaissent pas encore. Et elle va nous présenter aujourd'hui son livre Parents responsabilisants vers plus d'autonomie et d'épanouissement. Elle va nous présenter tout ça. Alors, de quoi on va parler? Du rôle du parent dans la grande marche de son enfant vers l'autodétermination. Comment peut-il l'accompagner avec doigté et sensibilité? Nancy propose dans cet ouvrage aux parents intervenants de découvrir 10 étapes de l'approche responsabilisante et c'est ce dont nous allons parler. Nancy, c'est pas ton premier livre, je pense. C'est le 8e. En fait, c'est le 8e et sache que j'écris à 2 doigts. Ah ouais? Ouais, j'ai jamais réussi à apprendre à taper de façon efficace. Alors, je tape à 2 doigts. Je suis très, très patiente. Très, très patiente. Hey, regarde. Ah, il est beau, il est vraiment beau. Il est beau, il est complet. En tout cas, moi, je n'ai pas encore eu le temps de le lire en entier, mais en tout cas, n'ayant même pas d'enfant, j'ai envie de le lire. Donc, c'est vous dire que je trouve qu'il a vraiment plein de bonnes choses. En quoi est-ce qu'il est différent de tes autres livres, celui-ci? Celui-ci, c'est que c'est vraiment le résumé de mon approche. Dans le fond, les autres bouquins, c'est souvent, moi, je suis une vulgarisatrice dans la vie. J'aime lire des trucs scientifiques, psychologiques, sur la psychologie de l'enfant, et j'ai une bonne capacité de vulgariser l'information, tant comme conférencière, formatrice et comme auteur. Mais mes autres livres, c'était beaucoup justement des condensés ou des résumés de mes recherches sur différents trucs. Celui-ci, c'est vraiment mon approche à moi. C'est moi qui ai développé, je développe l'approche responsabilisante depuis une vingtaine d'années. À partir, bon, bien entendu aussi à partir de recherches, à partir de lectures, mais aussi beaucoup à partir de mes observations. Tu sais, Nathalie, moi j'ai 50 ans. Moi, je viens de l'époque où on cassait les enfants. On les dressait un peu. Mes parents n'étaient pas comme ça, fort heureusement. Je pense qu'à la base, l'approche responsabilisante vient de ma mère. Mais à mon époque, on était beaucoup dans punition, des méthodes beaucoup plus punitives. On cherchait beaucoup à ce que les enfants obéissent aveuglément sans trop réfléchir. Même l'apprentissage scolaire était un peu du dressage. On apprenait les trucs par cœur. Oui. Ensuite, même quand j'ai commencé à travailler il y a 30 ans, je travaillais dans des centres d'accueil, des centres pour adolescents en troubles graves du comportement. On était beaucoup aussi dans le dressage. Et j'ai vu arriver toute la vague de parentalité bienveillante, des approches éducatives positives, beaucoup plus relationnelles. Et j'ai vu arriver ça avec le plus grand intérêt. Ça me parlait beaucoup. On était beaucoup plus dans la discussion, dans la relation, dans le respect. Essayer de comprendre les besoins derrière les comportements perturbateurs des enfants. D'ailleurs, mon premier bouquin était vraiment là-dessus, comprendre le sens des comportements perturbateurs, agir sur les causes plutôt que sur le symptôme. Mon premier livre s'appelait Parents de gros bon sens. Mais dans les dernières années, mon premier livre, je l'ai écrit il y a 12 ans. Et après l'avoir écrit, je me suis mis à observer un peu et continué à me former en parentalité positive. Et j'ai vu une espèce de dérapage. Et tout est dans l'interprétation, hein, parce qu'à la base, les premiers auteurs qui ont parlé d'approches beaucoup plus de communication non violente et de parentalité beaucoup plus respectueuse, les premiers auteurs ne disaient pas qu'on ne devait pas mettre de règles aux enfants et qu'on devait mettre nos besoins en berne pour toujours prioriser les leurs. C'était pas ça le message. Mais d'un auteur à l'autre et dans l'application, ce que j'observe depuis quelques années, c'est en voulant des parents
très, très présent pour l'enfant, très respectueux de son cheminement, en comprenant mieux aussi les neurosciences, en comprenant que, bon, le cerveau d'un enfant de 3, 4 ans, 5 ans est très immature, donc au niveau de l'autocontrôle, c'est plus difficile. Ce que j'ai observé, c'est que dans beaucoup de cas, on s'est mis à chouchouter les enfants. On est allé trop loin, je trouve. On s'est mis à chouchouter les enfants et à développer une hyper-parentalité. Qu'est-ce que je veux dire par hyper-parentalité? Pour moi, dans les hyper-parents, il y a plusieurs types. Il y a le parent serviteur qui est toujours au-devant de l'enfant pour essayer de prévoir à l'avance de quoi il aura besoin pour répondre à ses besoins avant même que le jeune puisse vivre ne serait-ce qu'un inconfort. Dans les parents serviteurs, il y a les parents qui font tout à la place de leur enfant, qui réfléchissent à la place de leur enfant, qui le matin se transforment en horloge humaine pour être sûr que l'enfant arrive à l'heure, mais tu sais, qui sont beaucoup trop dans le chouchoutage. Tu as ceux-là. Pour moi aussi, il y a, dans les hyper-parents, il y a les parents hélicoptères. Le parent hélicoptère est toujours au-dessus de son enfant et le surveille constamment pour, s'assurer qu'il ne se blesse pas et qu'il arrive rien, mais aussi pour penser encore à sa place. Les enfants d'aujourd'hui ont pas mal toujours un adulte dans le dos pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Être un peu en surcontrôle. Et tu sais, c'est pas juste avec les tout petits, là, je le vois avec les adolescents, le parent qui, l'adolescent veut se trouver, pense, a peut-être même pas encore pensé à se trouver un petit boulot, et le parent lui prépare son curriculum vitae, envoie le curriculum vitae un peu partout, lui trouve un boulot, va lui acheter les vêtements dont il va avoir besoin pour son boulot, et si le patron est un peu trop rude, va appeler le patron, excuse son adolescent quand il rentre pas au bout. Ils en font trop. Beaucoup. Trop. Et donc, il y a, c'est ça, l'hyper-parent le parent, tu sais, le parent hélicoptère qui veille toujours. Et il y a son pendant un petit peu juste à côté, où je les appelle, moi, les parents Gepetto. Gepetto, comme c'est Pinocchio, ça, c'est ça? Oui, voilà. Qui font des enfants Pinocchio, qui sont dans le surcontrôle. Qui cherchent à avoir des enfants pendants. Et parfois, ça vient avec, moi je dis souvent, de nos jours, nos enfants, c'est un peu notre bulletin de parents. On a l'impression que si mon enfant se comporte bien en tout temps, ça voudra dire que je suis un parent compétent. Mais si mon enfant ose faire une bêtise, c'est la panique à bord et j'essaie de me demander qu'est-ce que je dois faire de plus pour contrôler mon enfant de telle sorte qu'il se conduise bien en tout temps. Et là, les parents Gepetto cherchent toutes les ficelles possibles pour contrôler leur enfant Pinocchio. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Pinocchio? Pinocchio était bien obéissant. Pinocchio se levait, marchait quand Gepetto voulait qu'il marche, s'asseyait quand Gepetto voulait qu'il s'assoie, disait ce que Gepetto voulait qu'il dise. Et un jour, la vilaine fée est passée, Pinocchio a attrapé l'adolescence et la fée a passé, coupé les fils de contrôle. Et Pinocchio ne savait pas quoi faire. Au départ, il s'est écrasé. Ensuite, il s'est éloigné le plus loin possible de l'espèce d'autorité étouffante. Mais Pinocchio n'avait jamais appris à réfléchir avant d'agir. Alors, il a fait tout ce qui lui passait par la tête. Et Pinocchio avait appris à obéir. Donc, il a trouvé des gens à qui obéir et il s'est mis dans le pétrin. Il était très, très, très influençable. Et Pinocchio n'avait jamais appris à faire des bêtises et les assumer. Donc, quand il a fait des bêtises, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti. Mais moi, j'en vois plein des enfants Pinocchio, que quand ils n'ont pas un adulte pour leur dire quoi faire, ils sont complètement démunis. Quand ils ne sont pas surveillés, ils ont l'impression qu'ils peuvent faire tout ce qui leur passe par la tête.
Et il n'y a jamais rien qui est jamais leur faute. S'ils n'ont pas leur goûter à l'école, c'est la faute de maman qui leur a pas donné. S'ils n'ont pas fait leur devoir, c'est la faute de papa qui leur a pas dit de le faire. Parce qu'ils attendent constamment d'être pris en charge. Et c'est un peu à partir de cette prémisse de base-là où je me suis mise à réfléchir sur c'est quoi les étapes, les différents apprentissages que l'enfant doit faire pour devenir un adulte autonome, responsable, épanoui, qui a du pouvoir sur sa vie. Parce que je vois ça aussi, un paquet de jeunes adultes qui savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Qui ont... Ben non. Mais ça commence très tôt, ça commence à la naissance, quand bébé exprime son besoin par des cris et que l'adulte répond à son besoin. Oui. Mais si, comme adulte, je réponds aux besoins de bébé avant qu'il ait eu besoin de crier, il n'apprend pas que je ressens un malaise dans mon corps et je dois l'exprimer. Si je suis toujours en train de réfléchir à de quoi mon enfant aura besoin pour éviter qu'il ressente un malaise, nous, j'habite au Québec. Au Québec, il fait très froid. Et je déconne souvent en disant, à moins d'avoir des parents négligents, au Québec, les enfants, ils ne savent pas qu'il fait froid dehors. Parce qu'il n'y a pas un parent qui les laisse sortir sans qu'ils soient emmitouflés de la tête aux pieds. Et si un enfant ose enlever son gant pour essayer de toucher à la neige, tout le monde hurle, il lui remet son gant de force. C'est comme, touche pas, c'est froid, mais il ne peut pas le savoir. Donc, bref, j'ai développé, à partir des neurosciences, à partir de plusieurs approches là, connues comme Piaget, Erikson et compagnie, c'est quoi les étapes, les apprentissages que l'enfant doit faire pour progressivement arriver vers une pleine responsabilisation à l'âge adulte où sa vie pourra être orientée en fonction de qui il est et en fonction de ses valeurs. Mais pour pouvoir orienter sa vie en fonction de qui il est et en fonction de ses valeurs, il faut d'abord qu'il ait appris à se connaître. Oui. Et avant d'apprendre à se connaître, il a fallu qu'il apprenne à respecter certaines règles, mais par lui-même, sans qu'il ait toujours besoin d'avoir quelqu'un qui le surveille. Et bref, puis là, je sais le temps file. Tu me connais, Nathalie, je peux parler. C'est très intéressant, donc je te laisse parler. C'est passionnant. En même temps que je voyais ça, je voyais aussi parfois des parents qui mettent une très grande pression sur leurs enfants. Et parfois, on dirait que les parents s'attendent à ce que l'enfant respecte des règles qui n'ont jamais été expliquées, qu'il ne connaît pas, qui assument des responsabilités alors qu'il n'a jamais été responsabilisé. Bref, mes 10 étapes se divisent en 3 phases. Une première phase qui représente la petite enfance, 0, 5, 6 ans, où j'appelle cette phase-là la tolérance des contrôles externes. L'enfant doit, en petite enfance, comprendre c'est quoi les limites de son carré de sable. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas. À la garderie, à la crèche, je peux faire tel truc, je ne peux pas le faire à la maison. Il y a des trucs à la maison que je peux faire, que je ne peux pas faire à la crèche. Qu'est-ce que je peux dire à mon ami, mais pas à mon parent? Pourquoi est-ce que mon parent a le droit de me dire « Viens ici tout de suite », mais moi non? Qu'est-ce qui se passe si je ne respecte pas les règles sociales aussi. Je veux le camion rouge, mais je ne peux pas l'arracher des mains de mon camarade. Je dois attendre qu'il ait terminé de jouer avec. Donc, tout cet apprentissage-là, et là, dans cette première phase-là, c'est vrai que l'adulte doit être très proche, guidé, enseigné, entraîné certains comportements et l'adulte se doit d'être un leader fort et solide.
Sécurisant aussi, je trouve que c'est important de repréciser que le cadre, dans ce cas-là, est quelque chose de sécurisant pour l'enfant puisque les Oui. les les choses sont clairement posées. Mmh. Oui, c'est ça. Mmh. Et progressivement, une fois que l'enfant a compris ça, là, c'est rassurant. Je sais ce qu'on attend de moi et je sais ce qui va arriver si je le fais pas et je sais ce qui va arriver si je le fais. Et je comprends que quand je collabore, ça goûte bon, c'est agréable pour moi, et dans ma relation avec les autres, mais quand je choisis de ne pas collaborer, c'est généralement pas gagnant. Mais avec la parentalité positive, parfois, les adultes, on hésite à faire vivre certains inconforts aux enfants en disant, ben, je veux pas le brimer. Ah ben non, tu le rassures quand tu fais ça. Ça veut pas dire de crier dessus, ça veut pas dire de le mettre à genoux dans le coin, mais avoir un cadre rassurant Mmh. Tout à fait. et peut-être accompagner un peu plus davantage. Si je veux que mon enfant aille brosser ses dents, ben, à 3 ans, je dois l'accompagner. C'est sûr qu'il veut pas, il veut jouer. Mais je peux ne pas lui donner le choix et m'organiser pour que ce soit relativement agréable. Bref, première phase, ça. Deuxième phase, qui représente pas mal le primaire, Mmh. donc la moyenne enfance, je dirais donc 5-6 ans à 12-13 ans. Là, j'appelle ça la phase du partage des contrôles. Le cadre est encore pas mal déterminé par l'adulte, quoique plus l'enfant grandit, plus on peut l'impliquer dans l'établissement des règles, des routines. Et là, ben, il commence progressivement à comprendre le sens des règles. Et là, ben, il va devoir aller vers de plus en plus de conformisme. Mais au départ, il va se conformer juste parce qu'il a peur des conséquences et qu'il cherche des gains. Donc, c'est un conformisme qui est plus immature, plus égocentrique. Et progressivement, il va comprendre un peu plus les enjeux relationnels. Et donc, plus ça va aller vers, ben, je range ma chambre parce que j'ai envie que maman soit contente. Mmh. Je fais bien mon devoir parce que j'ai envie que l'enseignante me félicite. J'évite de frapper mes camarades de classe parce que je veux avoir des amis et je veux pas leur faire de peine, je veux pas leur faire mal. Et progressivement, vers bon, la fin de cette phase-là, l'étape 7, le jeune devient de plus en plus autonome et là, de plus en plus capable de respecter la plupart des règles, des routines, euh, de façon sans être surveillé constamment. Donc, capable de faire les devoirs sans que papa, maman soient obligés de le menacer et sans que papa, maman soient assis à côté de lui. Donc, ben, plus d'autonomie et souvent vers la fin du primaire, les enfants commencent à être capables de prendre en charge d'autres enfants. Donc, commencer à faire du babysitting. Et finalement, la dernière phase, là, c'est la phase de l'adolescence. Et là, c'est l'apprentissage, le développement des contrôles internes. Mmh. Notre adolescent doit progressivement commencer à fixer ses propres règles, faire ses travaux scolaires et étudier parce que lui veut avoir des bonnes notes, pas parce que c'est la règle. Qu'est-ce que Euh, on revient aux besoins, à ses propres besoins, à ses propres limites à lui. Mmh. oui, voilà. Aller prendre une douche parce que lui fait ouais, je pense qu'il faudrait que j'y aille, pas Pas parce parce que que ça c'est parle obligé. jamais. Ouais, ouais. Parce que je veux sentir bon. Euh, commencer à se coucher le soir, aller au lit, pas nécessairement à 10 heures parce que mon parent a décidé que je devais me coucher à 10 heures. Je vais me coucher peut-être à 9 heures ce soir parce que je sens que je suis fatiguée. Ouais. Et dernièrement, j'ai plus de mal à me lever le matin, donc je vais me coucher un peu plus tôt. Euh, je pense à, j'ai un bel ado à la maison. Euh, ben, tu sais, hier, on écoute un film et il mange des biscuits. Ben, à 15 ans, j'ai plus besoin de lui dire c'est 5 biscuits, pas plus. Euh, et là, il faut qu'il regarde et qu'il se dise ouais, je pense que j'en ai assez mangé. Tu sais, il faut qu'il développe le temps d'écran. C'est difficile pour un adolescent, j'en discutais avec lui hier, tu sais, il disait, ben, il trouve ça difficile, l'autocontrôle là-dessus.
mais il le voit par lui-même que sinon ça bouffe tout son temps et il cherche à s'autoréguler, se donner des trucs. C'est important parce que mon ado a 15 ans, dans 2 ans, c'est possible qu'ils doivent aller étudier à l'extérieur. Dans 2 ans, ça se peut nous, ici, on a les études collégiales avant l'université, mais ça se pourrait qu'ils doivent être totalement autonomes. Mhm. Mhm. C'est sûr que présentement, il est dans l'apprentissage de l'autocontrôle. Alors, il y a encore besoin qu'on soit là, qu'on le guide, qu'on lui fasse penser. Hier, je lui disais, écoute, penses-tu que faudrait que tu prévois cette semaine faire du lavage? Il dit oui, c'est vrai, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va le faire. Mais je le garde en tête. Je vais peut-être le refaire penser quelque part dans la semaine, mais c'est sa responsabilité. Mais avant qu'il soit totalement autonome dans la gestion de sa lessive, ben oui, il a besoin que je le guide. Mais si c'est encore moi qui fais sa lessive à 15 ans, ben dans 2 ans, il va se retrouver mal pris. Il ne sera pas Donc, indépendant, oui, tout à fait. voilà. Et donc, le livre, c'est vraiment de voir c'est quoi les apprentissages de mon enfant et moi comme adulte, comment je peux le guider. Et je n'ai pas retrouvé l'auteur, je crois que c'est France Paradis, une Québécoise, qui disait ça. La parentalité, c'est le seul domaine de notre vie où, au fur et à mesure qu'on développe de plus en plus de compétences, on doit en faire de moins en moins. Oui, oui, c'est bien dit. Ouais. Et c'est vrai que c'est difficile comme parent et on y pense pas. On prend, nous, l'habitude de toujours tout faire, de penser à la place de nos enfants, de les prendre en charge et ils grandissent, on réalise pas qu'ils grandissent. Non, ça parle de nous aussi en tant que parents, hein, de Uh-huh. nos craintes, de comment on a été éduqués nous-mêmes, c'est un sacré travail sur soi, le métier de papa et maman. Oui, tout à fait, tout à fait. Et tu sais, si je te fais, écoute, je te nomme les 10 étapes, si tu veux, Bien sûr. en condensé. Mmh. Étape 1, l'enfant doit apprendre à exprimer ses besoins de façon claire. Et en vieillissant, ça deviendra, j'exprime mes besoins de façon claire, agréable. En vieillissant, ça deviendra clair, agréable à la bonne personne et au bon moment. Mmh mh. Mmh. Mais ça Ouais. commence quand bébé est tout petit. Quand bébé crie pour obtenir quelque chose, quand bébé tend les bras pour être pris, quand un peu plus vieux, il me pointe ce qu'il veut. Et que moi, ben, je réponds à son besoin. Et un peu plus tard, ben, quand il sait parler, ben, plutôt que quand il vient pleurnicher, je vais peut-être lui dire je comprends pas quand tu cries. Je comprends pas quand tu pleurniches. Exprime-toi. Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin? Un peu plus tard, ben, quand mon jeune s'exprime par des plaintes, je sais pas, moi, quand mon enfant essaie d'attacher sa veste et qu'il fait je dis, oh, si tu veux quelque chose, demande-le-moi. Donc, faire des demandes claires. Et je pense, pour remettre ça dans le contexte de notre communauté, puisque effectivement les parents qui nous écoutent, ont très probablement des enfants soit hypersensibles, soit au potentiel, voire les 2. C'est d'autant plus important parce que les besoins s'expriment probablement de manière différente, mais surtout plus intense. Donc, Oui, d'autant plus important de pouvoir leur apprendre, enfin, être à leur écoute et leur apprendre à exprimer. Parce que ben, sinon tout ils à vont se fait. conformer et c'est pas une bonne idée, je pense. Et là-dedans rentre toute une première phase de connaissance de soi, de dire, ben, moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Moi, de quoi j'ai besoin? Et tu sais, dans cette étape-là, je dis, ben, un peu plus tard dans la vie, il va falloir aussi apprendre aux enfants à prendre soin de leurs propres besoins. Je suis hypersensible. Aujourd'hui, j'ai été ultra stimulée. Je ça fait tilt. Ben, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de calme. Je vais répondre à mon propre besoin. Ouais. Et là, ben,
c'est là où, parfois, en lisant le livre, il y a beaucoup d'adultes qui vont faire « Ah zut! Ouais, ça parle de mes enfants, mais ça parle de moi Moi aussi! » aussi. Oui, tout à l'heure, en parcourant le livre, je me dis: «Oh tiens, ça c'est intéressant. Ah oui, c'est amusant, ça, je viens juste d'en parler avec quelqu'un, mais Ben à oui, mon niveau d'adulte». Oui, tout à fait. oui, Mmh oui, tout à mh. Mmh. fait. Étape 2, une fois que j'ai appris que si je veux quelque chose, il faut que je le demande, à l'étape 2, je vais apprendre que ça se peut que je demande de façon claire et agréable, mais que je ne suis pas obligée d'attendre. Ouais. Alors l'étape 2, c'est vivre des délais. Et dans cette étape 2-là, il y a aussi vivre des délais, dans mes demandes d'attention, dans mon désir d'attention. Et par ricochet, apprendre à tolérer la solitude, apprendre à faire des efforts pour obtenir un résultat, apprendre la persévérance, ce qui vient avec l'étape 2. Parce que pour persévérer, il faut que je vive des délais. Étape 3, une fois que j'ai appris que si je veux quelque chose, il faut que je le demande comme il faut et que j'ai appris à tolérer un oui, mais tout à l'heure, à l'étape 3, je vais apprendre à tolérer les frustrations. Mmh. Apprendre que ben, même si j'ai bien demandé, ça se peut qu'on me dise non. Ouais. Et là, c'est les bases de l'apprentissage de la gestion des émotions, de l'expression des émotions, de la tolérance à ben, ça ne peut pas toujours fonctionner comme je voudrais. Mais mon enfant ne peut pas apprendre à tolérer les frustrations s'il n'a pas d'abord appris que, ben, à tolérer un oui, mais tout à l'heure. Puis il ne peut pas apprendre à tolérer les frustrations si il pense encore qu'on est supposé deviner de quoi il a besoin et répondre à son besoin avant qu'il ressente un malaise. Tellement important de comprendre ces étapes parce que, sinon on est complètement démunis en tant que parents. Ben voilà. Et étape 4, ben, une fois que mon enfant a appris que ben, ça se peut qu'on me dise non, ben, l'étape 4, c'est tolérer la hiérarchie. Et Mmh. ça, c'est un des trucs que je trouve qu'on a perdu avec les approches de parentalité bienveillante. La saine hiérarchie. Certains trucs, les enfants, c'est eux qui ont la les enfants ont la possibilité de décider de faire des choix sur certains trucs. Tu peux choisir demain si tu mets ta veste bleue ou ton chandail vert. D'accord. Mmh. Mais non, tu ne peux pas mettre ta robe de princesse pour aller à l'école. Tu peux choisir si tu manges d'abord tes carottes ou tes brocolis, mais non, c'est pas toi qui choisis ce qu'on mange pour le repas, à tous les repas. Tu peux me faire des suggestions, mais c'est les adultes qui choisissent qu'est-ce qu'on mange. Toi, tu choisis la quantité. Donc, ramener une saine hiérarchie, de dire, ben, si tu collabores pas, ça se pourrait que tu aies une conséquence. Mais non, tu peux pas, moi, me donner une conséquence. C'est les adultes qui élèvent les enfants et non l'inverse. Mmh mh. Et Mmh. parfois, j'ai vu beaucoup d'adultes ne plus vouloir être dans cette hiérarchie-là et soit traiter d'égal à égal. Tu sais, j'ai vu beaucoup d'approches où on négocie beaucoup avec les enfants de 3-4 ans. Je suis pas d'accord. Euh, Parfois, oui, là, mais pas surtout. Mais moi, j'ai vu beaucoup de situations où on place l'enfant en position d'autorité et que le parent est en position de soumission. Je suis pas Oui, c'est d'accord que ça. tu restes C'est ça. ça, en fait. C'est le parent en position de soumission, enfant en autorité qui est pas OK. Mhm. C'est là le piège, effectivement. Ben Mmh. oui, ben oui. Et tout ça, la saine hiérarchie, ça peut se faire dans le plus grand des respects et avec bienveillance. Étape, là, on a passé nos 4 étapes et il faut que l'enfant ait dépassé ces 4 étapes-là pour être confortable à l'école. Sans quoi ça ne fonctionnera pas. S'il n'accepte pas la hiérarchie, il n'acceptera pas l'autorité de la maîtresse. S'il n'a pas appris à tolérer les frustrations, ça va être difficile dans ses relations sociales. Il va refuser de faire certains travaux. On va avoir beaucoup de crises. Bref. Ensuite, étape 5. On va tomber dans 5, 6 et 7. On tombe dans 3 phases de conformisme. On va vers de plus en plus de conformisme. Mais la première phase, donc, conformisme, je l'appelle le conformisme calculateur. L'enfant apprend à collaborer dans la recherche de gains et pour éviter les sanctions. Étape 6, je l'appelle le conformisme relationnel, où le jeune se conforme, mais
plus dans un désir de plaire, peur de déplaire. Et ensuite, étape 7, conformisme autonome. Donc, l'enfant comprend les règles, comprend le sens des règles et est davantage capable de se conformer sans toujours avoir quelqu'un pour le surveiller. Dernière phase, on arrive à l'étape 8. Là, on commence l'adolescence. Et là, je l'appelle la petite adolescence. C'est la phase, moi, je l'appelle l'individuation. C'est le moment où nos jeunes s'éloignent de nous, veulent plus passer du temps avec nous. Tout ce qu'on dit est stupide, tout ce qu'on porte est ringard. Et là, c'est les amis, mais ils ont comme besoin de sortir du carré de sable. Et là, bon, ils recommencent à faire beaucoup de bêtises, terminer le conformisme. Ils ont besoin d'aller expérimenter. Qu'est-ce qui se passe quand je fais des bêtises? Qu'est-ce qui se passe quand je ressors du cadre? Moi, qu'est-ce que je pense? Moi, qu'est-ce que je veux? Moi. Et là, donc, la petite adolescence. Et ensuite, il y a la grande adolescence où nos jeunes reviennent vers nous. J'appelle moi et les autres. C'est vraiment le jeune, OK, il a appris à se connaître un peu plus, ce qu'il pense, ses opinions. Et là, ben, il est allé faire ça avec ses amis ou il a essayé d'être comme eux, entre eux, mais bref. Et après, souvent, ils reviennent vers nous. Et ils recommencent à avoir envie de nous écouter, avoir envie d'entendre nos conseils, mais dans la mesure où on respecte leur opinion. Et là, il y a toute l'étape où nos jeunes doivent commencer à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire dans la vie, vers quel type d'études je vais aller, de qui j'ai envie de m'entourer. Pour moi, l'amitié, c'est quoi? Apprendre à mettre mes limites, toute l'affirmation de soi. C'est aussi les premières relations de couple. Apprendre à choisir quelqu'un qui est bon pour moi et qui n'est pas nécessairement toxique. Peut-être être prête à quitter quelqu'un qui est toxique pour moi. Donc, c'est des apprentissages vraiment difficiles là, de me respecter moi tout en respectant les autres, mais mettre mes limites. Bref. Et finalement, il y a l'étape 10 que j'appelle le grand envol. Ma fille est rendue là, 22 ans, où là, ben, elle termine ses études et c'est OK, maintenant, je vais voler mes propres ailes. Où est-ce que je veux vivre? Dans quelle ville, dans quel pays j'ai envie de vivre? Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que j'en veux pas? Est-ce que je reste en couple avec le mec avec qui je suis? Est-ce que nos chemins de vie s'en vont dans la même direction ou pas? Comment je donne ma couleur à ma vie? Donc, elle patauge dedans et là, après, on rentre dans l'âge adulte. Belles étapes. Merci. Donc, 3 phases, 10 étapes que l'on retrouve dans ton livre. C'est presque un mode d'emploi, c'est un véritable guide que tu nous proposes. Oui, un guide qui est complémentaire au reste. Oui. Donc, on ne met pas aux poubelles tous les livres de parentalité positive qu'on avait. Au contraire, on les garde. Je le vois plus comme un complément aux approches de parentalité positive qu'on a vues, qui est OK, oui, parentalité positive et bienveillante, parfait, mais aussi la responsabilisation. Oui, tout à fait. Avec des exemples, comme tu le dis, des clés, hein, il est pas linéaire, il est articulaire. Enfin, il est pas linéaire, c'est un livre, donc forcément, il y a un côté linéaire dans la succession d'étapes. Mais ce que je trouve très chouette, c'est qu'effectivement, on peut s'y retrouver. Il y a des exemples. Il y a un moment donné, c'est SOS Nancy, où tu viens avec des conseils, tu donnes des explications, tu partages voilà, exactement. Donc, très chouette. Et puis surtout, ce que j'aime aussi, et tu le dis souvent, mais tu le rappelles dans ton livre, c'est que tu détestes les recettes universelles. Et voilà, ton livre est orienté de cette façon-là. Je pense que chacun prend ce qu'il a envie de prendre à travers ce dont il a besoin à un moment donné. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Observer notre enfant et le prendre à l'étape où il est, le guider progressivement. Et effectivement, ce qui fonctionne à 6 ans est peut-être plus opportun à 12. Et ce qui marche avec Julien marche peut-être pas avec Juliette. C'est super important, oui. Vraiment. Donc, merci Nancy. Ton livre, Parents, tu veux bien le remontrer?
Moi, je l'ai en version PDF, mais voilà, 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 il est beau. Parents responsabilisants vers l'autonomie. Tu peux bien dire le sous-titre? Accompagner votre enfant vers l'autonomie et l'épanouissement. L'épanouissement. Voilà. On le Yes. trouve dans toutes les bonnes librairies au Québec. Il arrive en France Ouais. bientôt, c'est ça? Il Ou il est arrive, déjà c'est en ça, il France? arrive en France le 22 avril Ok, chez Pirouette Édition. ok, super. Donc, Donc, on peut commander, vous pouvez même le précommander dès maintenant là, chez Pirouette Édition. D'ailleurs, ça peut être une bonne idée parce que je ne suis pas certaine que Pirouette Édition en a fait venir suffisamment. S'il y a des précommandes, ils vont être capables d'en demander. Et ce qui est super, ce qui est le fun, ça fait une semaine après qu'il soit sorti, il était déjà en réimpression. génial. Ça marche vraiment très, très bien. Je suis super contente. Super, je ne suis pas surprise et en tout cas, je suis ravie que ton nouveau bébé, ton dernier bébé, en tout cas, prenne déjà lui son envol. On lui souhaite beaucoup de succès. Donc, je vous rappelle que vous pouvez déjà le commander au Québec et que vous pouvez le précommander en Europe francophone via les éditions Pirouette. Merci beaucoup, Nancy. Si vous avez apprécié cette interview, bien, dites-moi ce qui vous a inspiré en commentaire, si vous le voulez bien. Et puis, tout simplement, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager à interviewer d'autres personnes. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour vivre votre singularité comme une force, je vous laisse télécharger notre magazine Regard pluriel sur le haut potentiel et vous trouverez en description de cette vidéo, il est gratuit. À bientôt!